Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal. Tout de suite, les grandes lignes de cette édition. La 5e édition du Hacker Lab est ouverte cette année aux autres talents des pays de la CEDEAO. Les gagnants seront coachés pour assurer la cybersécurité des États membres de l'organisation. On parlera du coaching en développement personnel et ses impacts sur la vie des entrepreneurs. Un jeune coach nous éclaire. Et puis nous irons à la découverte de ce système de divination constitué d'un ensemble de signes appelés dous, une connaissance divine, un art divinatoire ancestral qui permet de se connaître soi-même. Bonsoir à tous. 2 jours de compétition sans arrêt pour les 16 équipes finalistes. C'est la 5e édition du Hacker Lab. Contrairement aux éditions antérieures, ce concours de détection de talents en cybersécurité accueille cette année les meilleures équipes des pays de la CEDEAO et de la Mauritanie. La compétition a démarré le 10 octobre et les gagnants seront coachés pour assurer la cybersécurité des États membres de l'organisation. Lénaïk Agbazaou pour le compte-rendu. 48 heures de compétition non-stop. Le challenge met aux prises de jeunes férus d'informatique constitués en équipe et représentant divers pays de l'espace ouest africain. Hacker Lab se veut un creuset de détection des meilleures compétences pour la sécurisation des systèmes d'information dans les pays de la CEDEAO et en Mauritanie. Cette compétition cherche à agir comme une avenue passionnante et collaborative pour identifier et reconnaître les talents et soutenir les jeunes en herbe de la technologie afin de jeter les bases de la constitution d'une masse critique de main-d'œuvre professionnelle en cybersécurité. La cybercriminalité est un phénomène planétaire et notre espace communautaire n'échappe pas. On voudrait que tous ces jeunes s'engagent auprès des États membres pour que nous puissions réussir notre pari de développement du numérique et de la digitalisation. Hacker Lab est une initiative du gouvernement béninois qui s'étend désormais aux autres pays de la sous-région pour une sécurisation du cyberespace. Depuis 2017, le Hacker Lab a détecté plus de 700 talents et en a primé une quarantaine avec diverses certifications comme le CEH, le CHFI et l'OSCP, des certifications qui permettent à ces jeunes-là d'entrer dans le monde de la cybersécurité. D'autres partenaires comme le projet OCWARC, Expertise France et l'Union européenne accompagnent l'événement. Je pense que c'est une immense chance pour nous déjà d'être là. On donnera tout pour vraiment ramener la coupe au pays. On va mettre la lumière sur eux et qu'ils puissent demain pouvoir avoir du travail dans ce domaine-là. In fine, il s'agit de mutualiser les stratégies de lutte contre la cybercriminalité ou les cybermenaces en Afrique de l'Ouest et en Mauritanie, afin de garantir la croissance économique. Ce 12 octobre est une journée dédiée à la sensibilisation de l'arthrite. L'arthrite, encore appelée polyarthrite rhumatoïde, est une maladie qui résulte du dysfonctionnement du système immunitaire. Elle se caractérise par une inflammation puis une destruction du cartilage de l'os et des tendons. Cette journée a été initiée pour améliorer la connaissance et la prise en charge des arthrites. 20 millions de personnes en souffrent dans le monde. Même si la polyarthrite rhumatoïde ne se soigne pas, il est possible d'offrir une prise en charge adaptée pour atténuer les douleurs. On peut prévenir son apparition en pratiquant une activité physique régulière. Être entrepreneur et gérer plusieurs sociétés à la fois relève du savoir-faire. Parfois, on fait recours au coaching en développement personnel qui a des impacts certains sur la vie de l'entrepreneur. Freddy Vlavono est entrepreneur et coach professionnel. Il nous parle de son expérience pour une meilleure gestion des entreprises. Lorsque vous créez votre entreprise, pour atteindre un certain chiffre, vous êtes obligé d'embaucher. Nous sommes dans une société qui n'est pas vraiment impliquée dans le contrôle.
Nous agissons beaucoup plus avec les sentiments, la confiance. Déjà dans la gestion des ressources humaines, comme le dit le développement personnel, même le plus bel outil au monde nécessite un ouvrier qui sait s'en servir. Le plus bel outil au monde aujourd'hui, c'est le cerveau. Bon, depuis tous les temps, c'est le cerveau. Et il mérite un ouvrier qui sait s'en servir. Mieux savoir l'utiliser donne forcément de meilleurs résultats. Le succès n'est pas le fruit du hasard. Il est le résultat d'un travail stratégique, conscient ou inconscient. Dans le processus de l'apprentissage du développement personnel, j'ai compris des actes que je posais de façon inconsciente, mais qui me propulsaient. Le sachant, je le multiplie, ce qui me permet de progresser davantage. Nous avons cette facilité dans l'entrepreneuriat d'avoir un aîné. Il s'agit tout simplement de le voir comme aîné et non comme concurrent. De copier en modélisant suivant nos valeurs ce qu'il fait, en ajoutant une plus-value. Et c'est la meilleure façon de se faire coacher lorsque vous n'avez pas les moyens de payer un coach. Retour aux sources à présent pour parler du Fa, encore appelé Ifa en Yoruba. C'est une science qui veille sur le monde. Longtemps pratiquée dans les sociétés traditionnelles africaines, le Fa se veut une vision du monde qui permettrait de connaître son destin, son passé et bien entendu son avenir. Cela grâce au signe appelé Dou. Qu'est-ce que le Fa Dou? Mieux, comment apprend-on le Fa? Les réponses dans ce reportage signé Ilvaïus Balogun. Le Fa est l'un des systèmes de divination pratiqués en Afrique occidentale, notamment au Bénin, au Nigeria et au Togo. Ce système divinatoire est constitué d'un ensemble de signes appelés Dou. Le Fa, comme son nom l'indique, Fakhlun, qui veut dire l'avenir, est un instrument qui permet de décrypter l'avenir, c'est-à-dire que de quoi demain sera fait. C'est une science qui s'occupe de la futurologie, c'est-à-dire qui permet de savoir par anticipation ce qui va se passer dans un avenir proche ou lointain. Le signe de l'oracle, nous avons 256 qui sont répartis en deux catégories. Il y a les signes mères qui sont au nombre de 16 et les signes secondaires qui sont au nombre de 240. La consultation du Fa est un processus pédagogique relevant à la fois d'une démarche psychologique et méthodique. Elle a besoin d'un temps minimal pour son apprentissage. Tout beaucoup on doit pouvoir d'abord faire l'apprentissage, donc il faut d'abord apprendre. C'est comme vous demandez à un intellectuel comment il arrive à maîtriser les chiffres. Quand on dit 1225, vous savez que c'est 1, 2 et puis 2 et puis 5. Il n'y a pas une période pour finir d'apprendre le Fa. Le Dou est donc un architecte doté d'une structure formelle fixe. Il est toujours constitué de 3 langages, le Fa Gbessissa, le Fa Gleta et le Fa Han. Les légendes et les apologues utilisés pour être interprétés sont les mêmes partout sur tous les signes du Fa. C'est-à-dire que quand on prend un signe du Fa, il comporte ces légendes, ces apologues, ces aphorismes qui sont figés, que tout beaucoup connaît. Maintenant, ce sont des allégories qu'on explique. Et l'explication de ces allégories-là peuvent être différentes d'un bokono à un autre parce que ce sont des thèmes philosophiques. Ce récit mystique acclarodé peut avoir d'autres interprétations chez un autre prêtre de Fa, mais cela ne signifie pas que les deux ne veulent pas dire la même chose. De façon formelle, on n'a pas une école académique conventionnelle qui enseigne le Fa. C'est maintenant que nous sommes en train de faire bouger les lignes pour que le Fa soit intégré dans nos enseignements ou alors qu'il y ait des écoles privées uniquement dédiées au Fa, depuis les primaires jusqu'à l'université, tel que ça se passe tant en Afrique et même en Europe ou aux États-Unis. Il y a plein d'écoles uniquement dédiées au Fa où le Fa est enseigné depuis les primaires jusqu'à l'université. La création des centres de formation professionnelle pour l'enseignement du Fa s'avère aujourd'hui indispensable au regard de l'enjeu que revêt ce système divinatoire dans la préservation de la culture endogène. Suivons à présent la Nation en bref, une compilation de l'actualité nationale ces dernières 48 heures présentée par Marcel Betoro.
Razaki Amouda Issifou est le nouveau président de la Cour constitutionnelle du Bénin. L'information a été dévoilée à la presse hier par le secrétaire général de la Cour, Gilles Badé. Magistrat hors classe, le nouveau président de la haute juridiction est une figure très connue de l'institution qu'il préside désormais. Il était le vice-président à la Cour constitutionnelle, élu par l'Assemblée nationale le 7 juin 2018. Il avait assuré l'intérim au poste de président de la Cour constitutionnelle après la démission de l'ancien président Joseph Djogbenou le 12 juillet 2022, conformément à la loi organique de la Cour constitutionnelle. Depuis quelques heures, il siège désormais en tant que nouveau président de la Cour constitutionnelle du Bénin. Le Palais Royal de Niki accueille depuis vendredi dernier les festivités culturelles et cultuelles de la Gani 2022. Au menu, des rituels exécutés par le roi sur 9 stations, des démonstrations équestres, les sorties découvertes, la foire et divers jeux. Le ministre en charge de la culture, Jean-Michel Abimbola, a saisi l'occasion pour rassurer la communauté des dispositions prises pour le démarrage effectif des travaux de construction du nouveau palais royal de Niki et de l'arène de la Gani. Les manifestations sont prévues pour durer une semaine. Dans le cadre de l'enquête ouverte à la suite des décès de 4 patients survenus vendredi dernier au service de réanimation du Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou-Maga de Cotonou, 2 fonctionnaires de la division électricité et 2 autres agents d'une société prestataire du CNHU sont placés à garde à vue à la brigade criminelle. Il leur est reproché des dysfonctionnements dans les tâches qui leur étaient confiées. Les gestionnaires du CNHU, le corps médical et tous les agents de garde dans la nuit du vendredi 7 octobre 2022 seront également écoutés dans le cadre du dit enquête. Au Rwanda, l'exécutif a signé une convention de financement de 67 millions de dollars, soit environ 46 milliards de francs CFA, avec l'Union européenne pour renforcer la résilience du secteur agricole au changement climatique au cours des 3 prochaines années. Selon l'autorité en charge des finances et de la planification économique, cet appui financier est une contribution à la stratégie nationale de transformation mise en œuvre depuis 2017. Cette feuille de route vise la modernisation et le renforcement de la productivité de l'agriculture et de l'élevage pour qu'à terme, la transition du Rwanda vers une économie verte soit une réussite. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.